celles et ceux qui nous écoutent. Bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic, l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et exceptionnellement, j'anime seul cet épisode. On se retrouve pour le 4e épisode de notre petite série sur 20 années, 20 leçons. Une série d'épisodes qui reprend les leçons de Mark Rosewater au cours de sa conférence célèbre où il explique les différentes leçons qu'il a apprises de game design au cours de ses 20 années de carrière. Bon, maintenant, il en a évidemment plus que 20. Ce sont des leçons de game design qui, dans le cas présent, s'appliquent principalement à Magic, mais pas seulement. Si vous êtes game designer en herbe ou bien que vous voulez vous questionner sur comment améliorer votre design de cube, eh bien cet épisode est pour vous. Cette 4e leçon nous emmène en 2013 avec l'extension Theros. Il s'agit, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'un bloc top-down, c'est-à-dire dirigé, structuré autour de sa thématique autour de la mythologie grecque. Évidemment, beaucoup de cartes dans cette extension sont inspirées de mythes réels, le Cerbère, le Styx, le Labyrinthe, les Sphinx, etc., etc. Tandis que d'autres cartes s'en éloignent un peu plus en créant en quelque sorte leur propre mythologie, comme c'est le cas par exemple des différents dieux de Theros qui ne reprennent pas trait pour trait la mythologie gréco-romaine, mais plutôt s'en inspirent en faisant des mélanges un petit peu originaux pour créer leur propre panthéon. Nous, on va s'intéresser à un mythe en particulier, le cheval de Troie. Dans les test cards, les playtest cards, il y a évidemment une carte cheval de Troie, sauf que dans cet univers, la ville de Troie n'existe pas. Elle est remplacée par une autre ville qui en est fortement inspirée, qui est la ville d'Acros, la cité d'Acros. On a donc le cheval d'Acros. Le principe du cheval d'Acros, c'est une créature artefact pour 4 mana. C'est une 0-4 avec le défenseur. Quand elle arrive en jeu, un adversaire ciblé en acquiert le contrôle. Donc là, pour l'instant, vous vous dites, mais c'est vraiment pas très bien. Le truc, c'est que, comme dans le mythe, le cheval de Troie est un piège. La carte dit, au début de votre entretien, chaque adversaire crée un jeton de créature 1-1 blanc soldat. Autrement dit, vous le donnez à votre adversaire et ensuite il vous donne des petits soldats à chacun de ses tours. Et oui, le verre est dans la pomme, vous avez donné le cheval de Troie à votre adversaire et maintenant votre armée en sort petit à petit. Globalement, la playtest card, les joueurs et les joueuses adorent. Le mythe est extrêmement bien retranscrit avec la mécanique. Bref, il y a une adéquation super forte entre le thème et la méca. C'est super. Les joueurs adorent jouer avec la carte. Puis, au fur et à mesure du développement, ils décident de s'éloigner un petit peu du mythe pour garder un petit peu le clin d'œil, mais que ce soit un petit peu moins obvious. Et donc, ils changent l'animal. Ils se disent, vu que ça colle bien avec l'identité de la cité, etc., on va pas faire un cheval, on va faire un lion, le lion d'Acros. Et là, ils font des playtests, évidemment, ils en font très régulièrement, c'est Wizards of the Coast. Personne ne comprend trop la carte. Les joueuses l'aiment pas trop. Ils considèrent que la carte n'est pas claire, qu'elle n'est pas intuitive. Bon. Ils décident de revenir en arrière et de refaire un cheval d'Acros. À nouveau, les gens adorent. Bon. Mystère, mais il semblerait que ça marche mieux quand c'est un cheval. Très bien. Je vous donne un autre exemple que je trouve beaucoup plus parlant. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Plante versus Zombie, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé. Il s'agit d'un Tower Defense, donc c'est un type de jeu où vous allez vous défendre contre des vagues d'ennemis qui arrivent sans relâche en vous créant en quelque sorte des petites défenses, des unités qui vont attaquer en réponse aux vagues d'ennemis. Et donc le but c'est de créer une défense impénétrable dans un jeu souvent dynamique en temps réel. Et Plants vs Zombies, donc, c'est un Tower Defense qui se veut justement plutôt accessible, qui veut un petit peu renouveler le genre en faisant une version qui est jouable par un plus grand public, parce qu'il y a Tower Defense qui était très technique. Et comment est-ce que George Fan, le concepteur du jeu, fait ça ? Eh bien, il choisit pas n'importe quoi, il choisit des plantes et des zombies. Ça paraît pas banal, on se dit peut-être que c'était juste un thème un petit peu rigolo, il s'est dit je vais prendre des plantes, c'est mignon, les zombies c'est rigolo et ça marche. Non, non, non. Le choix est on ne peut plus limpide, on ne peut plus clair. Tout d'abord, pourquoi des plantes ? Eh bien,
Un des trucs les moins intuitifs dans les Tower Defense, c'est que quand vous avez des petits archers qui défendent contre les hordes d'ennemis, le truc, c'est que dans la majorité des Tower Defense, les petits soldats, les unités, elles sont immobiles. C'est bien pour ça qu'on parle de Tower Defense. Il y a des Tower Defense où c'est littéralement des tours, des bâtiments. Donc quand vous avez des petites unités que vous ne comprenez pas pourquoi elles ne bougent pas, ça coince. Encore une fois, il y a une dissonance cognitive. Là, George il se dit, moi je vais prendre des plantes. Parce que les plantes, tout le monde sait que ça ne bouge pas, que c'est immobile. Littéralement, c'est dans le nom. C'est planté dans le sol. Et là, vous vous dites, d'accord, ok, les plantes, c'est malin. Comme ça, les gens ils comprennent que leur tour, elle bouge pas. Pourquoi les zombies ? C'est rigolo. Mais les ennemis dans un Tower Defense, ils ont plusieurs particularités. Ils avancent inlassablement, par vague. Ils sont nombreux et ils sont lents. Et c'est fou, mais les zombies, ils cochent toutes les cases. En choisissant des zombies, les joueurs, quand ils arrivent dans le jeu, ils comprennent immédiatement pourquoi les ennemis se comportent de cette manière-là. Et ils n'ont pas de dissonance cognitive. Donc là où on a un choix de thème qui peut paraître un petit peu rigolo, un peu original, en réalité, on a un plan magistralement orchestré. Bon, fini de tourner autour du pot, on va parler de piggybacking. Utiliser le piggybacking, c'est notre 4e leçon. Mais là, vous allez me dire, mais c'est quoi le piggybacking ? Bon, d'abord, il faut qu'on parle de complexité. La complexité, c'est un truc qui est un peu inhérent à n'importe quel jeu, à n'importe quel système qu'il va falloir comprendre. Et les jeux sont des systèmes, que vous vouliez ou non. La complexité, elle n'a pas que des inconvénients, elle a aussi beaucoup d'avantages. Par exemple, la complexité, ça permet de la profondeur stratégique. C'est-à-dire que si jamais vous avez des embranchements plus complexes, vous avez probablement des choix plus intéressants. La complexité, on peut aussi s'en servir pour développer un thème. Plus vous avez d'éléments dans votre jeu, plus vous allez pouvoir coller à votre thématique, à raconter exactement ce que vous voulez raconter. Ça va vous créer de l'immersion. Bref, c'est un outil extrêmement puissant pour coller à un univers, à un monde qui, lui, serait beaucoup plus complexe que votre jeu. Ça crée aussi de la variété mathématiquement. Plus vous avez d'éléments dans un jeu, plus c'est complexe. Et plus vous avez d'éléments dans un jeu, plus il y a de variété. C'est littéralement des maths. Ça ouvre aussi plein d'espaces de design parce qu'avec de la complexité, vous allez pouvoir faire des choses différentes, pas juste faire plus de choses en quantité, mais aussi avoir des choses de nature différente. Avoir des choses de nature différente augmente forcément la complexité de votre jeu ou de votre système. Ça récompense aussi les joueurs expérimentés, ça c'est un point très important qu'on a tendance à oublier, mais en réalité, quand vous avez un jeu complexe, ça va venir dire à vos joueurs et à vos joueuses qui se sont investis dans votre jeu, qui ont donné de leur temps et de leur énergie, le moment où ils ont le « Ah, c'est bon, j'ai compris, je l'ai », à ce moment-là, ils se sentent valorisés et c'est important dans une certaine mesure de fournir ça à vos joueurs et à vos joueuses. Si le jeu récompense tout le monde tout de suite pour tout et n'a pas justement d'étapes, n'a pas de couches qu'il va falloir creuser pour atteindre le fond, et bien du coup, il ne peut pas récompenser les joueurs de cette manière-là. Et enfin, le dernier avantage de la complexité, alors pour les personnes qui ne travaillent pas dans le champ de design, peut-être que ça va vous surprendre, mais en fait, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire. C'est beaucoup plus simple de faire un jeu compliqué, un système compliqué qu'un système simple. En réalité, la simplicité demande une quantité d'efforts phénoménale. C'est très très dur de faire quelque chose de simple, élégant et qui soit intéressant. Alors que si jamais vous voulez rendre un truc plus profond, plus intéressant, c'est ce qu'on disait juste avant, il vous suffit de rajouter de la complexité. Et en fait, ça, c'est beaucoup moins difficile à faire. Ça demande du temps, mais ça ne veut pas dire que c'est difficile. Cette complexité, vous vous en doutez, elle a des inconvénients. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus intuitif. Pour les énumérer rapidement, si vous avez un jeu complexe, ça le rend moins accessible. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes différentes qui peuvent y jouer. Et ça, c'est un net négatif. C'est moins immédiat. Ça veut dire que le fait de rentrer dans le jeu, d'accéder au jeu est plus lent et plus difficile et plus éprouvant, demande plus d'efforts. Ça peut dissuader les gens de jouer à votre jeu, ce qui le rend moins accessible, mais ça veut aussi dire que potentiellement les personnes qui jouent déjà à votre jeu, elles vont mettre plus longtemps à avoir du fun, à prendre du plaisir. Et enfin, surtout, ça prend de l'espace mental. C'est-à-dire que vos joueurs et vos joueuses, même expérimentés, on a tendance à sous-estimer la complexité quand on est avec un public d'experts.
Mais en fait, la complexité, ça prend de l'espace mental. C'est-à-dire que tout ce que vous devez calculer, prendre en compte, en plus des décisions de jeu, et bien en fait, ça vous fatigue et ça nuit à votre plaisir et juste à l'aisance, au confort avec lequel vous jouez. En bref, la complexité, ça peut tuer votre jeu ou votre cube. C'est probablement la plus grande menace que votre jeu ou votre cube peut affronter. Vous devez prendre en compte ça et essayer de ne pas surcharger votre cube ou votre jeu de complexité. On parle souvent de budget complexité, c'est pas pour rien. Considérez que quand vous mettez la complexité dans quelque chose, probablement que vous êtes en train de la prendre ailleurs si vous voulez que votre complexité globale dans votre jeu reste en dessous d'un seuil acceptable. Le truc, c'est que vous dites, bah ouais, mais c'est chiant parce que on veut de la complexité, mais il n'en faut pas trop. Comment est-ce qu'on pourrait ajouter de la complexité sans que ça rende le jeu plus complexe ? Là, j'imagine que vous vous dites, mais qu'est-ce qui bave Lucas ? Il vient de dire un truc impossible. Si on ajoute de la complexité, c'est plus complexe. Voilà, c'est impossible. Mais peut-être que c'est pas impossible. Et c'est là où on va parler de piggybacking. Le piggybacking, c'est un concept, on n'a pas vraiment de mot français pour le décrire, mais c'est le fait de concevoir un design autour de concepts préexistants qui sont donc déjà connus et maîtrisés par notre public. En fait, comme pour la résonance, on va utiliser les connaissances préétablies du public, sauf que là, c'est pas parce qu'on veut générer une réponse émotionnelle plus forte, c'est qu'on veut aider notre public à mieux comprendre, à mieux apprendre, à apprendre plus vite et plus facilement. C'est comme quand on utilise une métaphore pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Souvent, vous faites des comparaisons. C'est-à-dire que pour décrire un jeu, vous allez dire « Ah, bah tu vois, c'est comme Slay the Spire, mais c'est avec des anges et des démons. » Et à ce moment-là, vous avez régulièrement, vous pouvez voir chez votre interlocuteur le petit « Ah !» Ce moment de déclic, c'est qu'en fait, il vient de passer de quelque chose qu'il n'était pas capable d'appréhender à une forme... Alors, illumination, pas dans le sens illumination divine, mais vraiment dans le sens de « Ah, je viens enfin de me greffer à l'information, à m'y connecter à partir de mon savoir. Et donc là, maintenant, ça résonne, je comprends de quoi tu parles. » En fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce que je sais que tu sais, au lieu d'aller là où je sais que tu ne sais pas. Quand nous, on travaille sur un jeu, voilà, quand on fait du piggybacking, c'est exactement ça qu'on fait. Faut vraiment garder à l'esprit que le moins de choses notre joueur a à apprendre, le plus il peut se concentrer sur ce qui est important. Le piggybacking permet donc, en utilisant des concepts que notre joueur connaît déjà, de gagner du temps, mais aussi de gagner du budget complexité, où en fait, notre joueur, il pourra se concentrer sur le reste, et la première marche, il l'a déjà franchie. Un exemple dans le jeu de société, c'est King Domino, qui en fait reprend le principe des dominos. Tout le monde a déjà joué aux dominos dans sa vie, tout le monde sait ce que c'est. Du coup, quand vous arrivez dans le jeu, on vous dit c'est avec des dominos, bah en fait vous comprenez le système d'adjacence, le fait qu'il faut que ça se connecte en ayant des trucs identiques, etc. etc. Et derrière, il n'y a plus qu'à vous expliquer le reste du jeu. Un autre exemple évidemment très classique, c'est quand on vous parle d'un jeu de pli, la belote, etc. et tous ces trucs-là. Dans le jeu de société, quand on vous dit un jeu de pli, si vous avez déjà joué à un ou des jeux de pli dans votre vie, et bien déjà vous avez une représentation mécanique de la structure du jeu, de à quoi ça va ressembler. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à vous expliquer les spécificités et ce qui rend le jeu unique. En résumé, utilisez le piggybacking. Bon, maintenant que vous savez ce que ça veut dire le piggybacking et pourquoi c'est important de l'utiliser, je vais vous raconter une petite anecdote toujours personnelle. En l'occurrence, je vais vous raconter une anecdote sur un de mes cubes et je vais vous parler du cube Artefact. Le cube Artefact, c'est mon cube principal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cube Legacy Plus avec des synergies autour des artefacts dans à peu près tous les archétypes. C'est un environnement avec un power level relativement élevé et c'est un environnement évidemment très complexe avec beaucoup de combos dans tous les sens, des combos pas forcément intuitifs, parfois des combos de 3 cartes, de 4 cartes, etc. Et c'est un environnement ultra synergique où parfois les meilleures cartes, c'est pas celles qui ont l'air les meilleures sur le papier, mais qui le sont quand vous les mettez en relation avec d'autres cartes. Forcément, un environnement comme celui-ci, c'est plus difficile de rentrer dedans et c'est un environnement très exigeant
comment j'ai fait pour essayer de me servir du piggybacking pour rendre mon format plus accessible. Eh bien, dans le cas du cube artefact, le choix que j'ai fait, ça a été d'avoir des archétypes emblématiques qu'il m'était très facile de non seulement pitcher, mais aussi pour mes joueurs à se représenter. Si on regarde les archétypes aggro de mon cube, il y en a deux. Il y a Affinity et il y a Équipement. Les équipements, c'est extrêmement facile à expliquer. Déjà, si vous savez ce que c'est qu'un équipement et que je vous dis c'est un archétype équipement, en fait, vous avez déjà compris l'archétype. Vous savez déjà ce que vous allez drafter. Il y a des créatures qui ont des bonus quand on les équipe et il y a des équipements qui rendent vos créatures plus fortes. Et c'est tout. Vous n'avez rien besoin de comprendre d'autre. Mon deuxième archétype, c'est Affinity. Et Affinity, c'est une mécanique qui a donné lieu à un archétype de construit légendaire. Si vos joueurs ils ont déjà entendu ce que c'est que la mécanique d'affinité, et bien dans ce cas-là, ils vont comprendre très très vite à quoi ressemble l'archétype, sans compter que c'est une mécanique qui est littéralement écrite sur les cartes, et donc vous pouvez avoir cet effet très simple de « Ah, il a dit c'est Affinity, il y a une carte Affinity, je la mets dans mon deck, a priori ça a l'air bien ». Et souvent, votre joueur, il sera récompensé. Mais ça ne s'arrête pas aux archétypes aggro. Même des archétypes qui sont de base d'archétypes complexes, comme Storm, utilisent le piggybacking de vos joueurs et vos joueuses. Si jamais vous avez déjà joué Storm dans un Vintage Cube, eh bien il y a des cartes qui vont vous parler et que vous allez retrouver. Peut-être pas toutes, mais suffisamment pour que vous ayez une base qui vous rassure et qui vous permette d'aller à des endroits qui vous sont familiers. Ce qui est important à comprendre avec la psychologie, c'est que globalement, les humains, ils ont une très très forte résistance à ce qui leur est étranger et au contraire, ce qui est familier, ça les rassure, c'est un truc vers lequel ils vont aller naturellement. C'est pour ça que vous allez souvent observer vos joueurs et vos joueuses qui ne vont pas tenter des archétypes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne sont pas sûrs de comprendre. Si jamais vous avez des joueurs et des joueuses qui ont l'air un petit peu obstinés, un petit peu butés, qui ont l'air de drafter tout le temps la même chose, en fait, c'est pas leur faute, c'est juste que c'est un réflexe naturel. Le faire, ça va vous mettre dans de meilleures conditions et juste quand vous êtes là pour passer un bon moment, bah vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en danger. Or, drafter quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas, c'est exactement ça que ça fait. Quand je dis qu'un archétype rampe, c'est pareil. Si vous avez fait du commandeur, vous savez ce que c'est que de jouer des cailloux qui font du mana. Et derrière, vous dites, ok, d'accord, je vais regarder ces couleurs-là. Et je vais juste chercher à faire de la mana. Et derrière, je vais jouer des cartes qui coûtent beaucoup de mana. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de richesse dans le cube et qu'au sein de ces archétypes, vous pouvez construire des choses un peu subtiles et malines avec des synergies complexes et fines, eh bien, la manière de présenter ces archétypes-là me permet de donner une accroche très très vite à des personnes qui sinon auraient tendance à être perdues en m'appuyant sur ce qu'elles connaissent déjà de Magic, quand bien même cet environnement, il leur est étranger. Et je fais d'autant plus d'efforts quand justement j'ai des archétypes qui pourraient induire légèrement en erreur. Je pense notamment à mon archétype Réanimator, qui est un archétype qui ranime des artefacts et non pas des créatures. Et c'est exactement comme ça que je le présente. Quand je vous disais d'utiliser des métaphores ou des comparaisons pour aider les gens à comprendre un archétype, là, je m'en sers à la fois pour aider à comprendre ce que c'est pour les gens qui connaissent Réanimator, mais à la fois, je m'en sers pour bien expliquer la différence. Et la première chose que je dis, c'est, vous connaissez Réanimator, ben là, on ranime pas des créatures, on ranime des artefacts. Vous aurez pas Reanimate, à la place, vous aurez Soudeur Gobelin. Et en 2 phrases, mon public, il a déjà compris sur quoi il devait s'appuyer, sur ce qu'il connaît déjà, et quelles sont les similitudes, et au contraire, quelles sont les différences. Et je l'ai fait uniquement en m'appuyant sur ce que j'estimais que mon joueur ou ma joueuse connaissait du mot Réanimator. Ça a été assez game changer dans le cas de mon cube. Le fait de vraiment apprendre à pitcher mes archétypes, ça a vraiment fait la différence pour un cube qui au final reste très compliqué, reste peu accessible, et au fil du temps, je me rends compte que j'ai de plus en plus de facilité grâce à cet outil-là à faire jouer des nouvelles personnes à mon cube qu'ils découvrent pour qu'elles aient une bonne expérience dès leur première partie. Maintenant que je vous ai raconté ça, comment faire pour tenir compte de cette leçon en cube building? Ben oui, vous allez me dire, ça vous fait une belle jambe. Mon histoire, elle est chouette. Les histoires de Marcos Water, elles sont chouettes. Maintenant, vous, c'est quoi votre problème? Comment est-ce que vous allez faire pour vous en servir et devenir les meilleurs cube designers de France et de Navarre ou que sais-je? Eh bien, j'ai, comme d'habitude,
quelques petits conseils à vous donner. Le premier, il va faire écho à mon anecdote concernant le cube artefact, mais je vous recommande de choisir des archétypes évocateurs qui vous aideront à pitcher votre cube. Utilisez-les pour faire des aides de jeu, des petits récaps qui serviront de guide. En fait, ce qui est important, c'est pas seulement de choisir les archétypes, c'est aussi de choisir comment vous allez les présenter. Essayez de ne pas surcharger d'informations votre public, mais vraiment appuyer là où ça fait mal, ou au contraire là où ça fait du bien. C'est-à-dire utiliser des mots-clés qui leur évoquent des choses qu'ils connaissent dans le jeu. Ainsi, ils n'auront pas besoin de chercher à tout comprendre ce que veut faire l'archétype, ils en auront déjà une vague idée qui sera suffisante pour se projeter et qui les aidera pendant le draft. Et c'est pendant le draft que là, ils se rendront compte des spécificités en voyant les cartes qui sont dans les boosters et celles qui n'y sont pas. Vous n'avez pas besoin de tout leur dire. Ce qui est important, c'est de leur dire des choses impactantes qui vont les marquer. Et vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à vous faire des petites aides de jeu, des petites aides de jeu physiques, des petites cartes, des choses que vous pouvez donner à vos joueurs et qui vont comme ça les rassurer avant le draft et pendant le draft. Comme ça, ils ont un petit rappel visuel. Et ça, en général, en tant que cube designer, ça ne vous demande pas trop d'efforts. Mais par contre, je vous le recommande vivement. Deuxième conseil, c'est de vous inspirer des cubes existants. C'est tout bête, mais en fait, vous n'avez pas besoin de réinventer l'eau chaude. C'est surtout vrai quand vous ne cherchez pas à faire un cube original et que vous êtes vraiment sur votre propre version d'un cube Legacy ou d'un cube moderne, comme il en existe des milliers sur Cube Cobra. Et je dis pas ça de manière méprisante parce que c'est des super cubes en fait. C'est pas pour rien qu'il y en a autant. C'est parce que c'est une expérience hyper chouette et je trouve ça très cool si vous avez envie d'avoir votre propre take sur un cube du genre. Par contre, si jamais vous le faites, utilisez les connaissances de vos joueurs sur le Vintage Cube, un cube Legacy un peu classique, un cube moderne un peu classique, pour justement présenter votre cube. En quelques mots, il faut que votre joueur ait une projection. Et vous pouvez vous servir de cubes qu'il connaît. Soit des cubes auxquels il a déjà joué, soit des cubes qu'il connaît vaguement parce que c'est un peu classique, voire même vous pouvez aussi vous servir de format construit. Quand vous dites c'est un cube, vous allez retrouver des decks emblématiques, des archétypes emblématiques du moderne, ça va vachement aider vos joueurs s'ils connaissent un petit peu le moderne. Inspirez-vous de ce qui existe et quand vous pitchez votre cube, vraiment mettez ça en avant. Ça va avec mon conseil sur le fait de vous inspirer, mais vraiment ne cherchez pas à ce que tout soit original dans votre cube. Ça, c'est une erreur hyper classique, vraiment hyper connue en matière de game design. Et donc là, je parle de game design de manière plus générale, mais en vrai, on peut aussi le voir dans le contexte du cube, c'est juste que c'est moins visible. Quand vous avez une idée originale, cette idée originale, vous n'allez pas pouvoir faire du piggybacking dessus. Justement, c'est tout le principe, c'est parce qu'elle est originale. Donc, votre joueuse, elle n'a pas forcément déjà les concepts préétablis dans sa tête. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez que cette personne, elle puisse comprendre ce concept, peut-être que c'est bien que le reste de votre jeu, ou le reste de votre cube, vous puissiez faire du piggybacking dessus. C'est-à-dire que votre public il soit sur des trucs plus familiers, des trucs plus simples, des trucs plus basiques, des trucs qu'il connaît déjà mieux. Si tout ce qu'il y a dans votre cube, c'est original et complexe, je pense notamment à tous ceux qui se lancent dans des sortes de règles, de modifications de règles pour leur cube, des modifications. Peut-être que dans ce cas-là, si vous avez une règle, un emblème spécial dans votre cube, peut-être que c'est bien que ce soit un draft simple, c'est-à-dire 3 boosters de 15. Vous n'avez pas forcément besoin de dire « Ah oui, on draft 4 boosters de 12 et les 2 dernières cartes du booster, on les met de côté. » Et en fait, vous n'avez peut-être pas besoin de faire ça. Peut-être que c'est bien d'économiser votre complexité et de justement vous donner tout votre budget, mettre tout sur l'originalité principale de votre cube et vous épargner sur le reste ailleurs. Pour aider toujours votre cube à être accessible, mon 4e conseil, c'est de choisir des illustrations ou versions qui sont connues des cartes de votre cube. Ça va fluidifier le draft et les parties. Ça va éviter plein de problèmes. Ça va éviter le fameux truc de « Ah, j'ai vu une carte dans le draft, j'y ai pas fait attention parce que je pensais que je la connaissais pas. Mais en fait, je la connaissais. Et si j'avais su que c'était ça, je l'aurais pas laissé, je l'aurais prise, etc. etc. » Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, vos joueurs, ça va les frustrer. Et vous voulez pas frustrer vos joueurs, vous voulez qu'ils aient du fun. Donc, utilisez des artworks, des versions, dans la mesure du possible, évidemment. C'est toujours une question de... Rien n'est absolu dans mes conseils. Moi, je vous dis, si vous faites ça, ce sera mieux pour l'accessibilité. Maintenant, si vous voulez pimper et que votre version préférée d'une carte, c'est une version que personne ne connaît, eh bien, libre à vous de mettre cette version. Mais il ne faudra pas vous étonner quand il y aura des personnes qui vous diront « Ah, j'ai pas reconnu la carte, je pensais pas que c'était ça, l'illustration, elle est horrible. »
blablabla, blablabla. Peut-être que vous aurez des gens qui vont s'extasier sur la nouvelle illustration, et c'est fine. Et la réalité, elle est souvent entre les deux. Dans tous les cas, essayez si possible de faciliter la compréhension du draft par vos joueuses, et une des manières de le faire, c'est de jouer sur les versions de vos cartes. Enfin, mon dernier conseil, il est un peu spécial, mais c'est un truc que je remarque de plus en plus souvent. Et c'est aussi un truc que je vois à l'approche là de Cube l'Assemblée qui se tiendra en août. Je me rends compte que je découvre de plus en plus de cubes parce qu'il va y avoir plein de cubes hyper intéressants à Cube l'Assemblée. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas pris vos places et qu'il en reste, n'hésitez pas à venir à Cube l'Assemblée. C'est à Auxerre le week-end du 22 août. Je vous encourage vivement à y aller. Ça va être hyper chouette. Tout un week-end pour faire du cube avec des passionnés de cubes. Il y a des cubes hyper sympas, hyper originaux. Il y en a pour tous les goûts. Bref, c'est l'assurance de passer un bon moment et en plus c'est vraiment vraiment pas cher pour tout un week-end. Donc voilà, je vous recommande d'aller à Auxerre pour Cube l'Assemblée cet été. Cela étant dit, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je remarque de plus en plus qu'il y a des personnes qui pitchent leur cube d'une manière qui est un petit peu mensongère. Et en fait, c'est pas intentionnel du tout. C'est-à-dire qu'ils font pas du tout ça pour vous induire en erreur, ils font pas du tout ça pour vous tromper. Ils disent pas ça par malveillance. Non, le plus souvent, c'est que c'est des personnes qui ont une intention, elles veulent quelque chose pour leur cube, sauf que leur environnement, il n'est pas encore parfaitement abouti, il n'est pas encore parfaitement développé, le cube n'est pas 100% fini, il n'est pas encore parfait, et en même temps, c'est très difficile d'avoir un cube très très abouti. Il y a des personnes, elles travaillent 10 ans sur un cube, et ils considèrent encore que le cube, il est à améliorer, c'est pour vous dire. Donc, ces personnes-là, c'est juste qu'elles n'ont pas conscience que leur objectif, leur cube ne l'a pas vraiment encore atteint. Et du coup, quand la réalité du format, la réalité du draft, la réalité des games ne colle pas au pitch, il y a un côté extrêmement décevant, extrêmement frustrant, qui est « Ah, mais en fait, j'ai été induit en erreur. On m'a menti. » Alors que le créateur du cube, il ne voulait pas vous mentir. Il pensait sincèrement ce qu'il vous disait. Parce que lui, quand il a créé le cube, il a essayé de faire des choix qui permettent le gameplay qu'il a cherché à vous mettre en avant. C'est juste que malheureusement, il y a encore des petits changements à faire pour qu'on y soit parfaitement. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est quoi mon conseil? Mon conseil, c'est de vous assurer que le gameplay et le draft, ils matchent votre pitch. Justement, de vous assurer d'être critique, de prendre du recul. Est-ce que la manière dont vous présentez votre cube colle à la réalité? Est-ce que réellement votre cube, c'est un cube synergique dans le sens où vous êtes en train de mettre ça en avant? Est-ce qu'il est plus synergique que la plupart des cubes que les gens draftent et qui ne mettent pas en avant particulièrement le fait que c'est des cubes synergiques? Est-ce que votre cube, il est si power que ça ou si peu power que ça, etc. etc. Est-ce que votre cube, il est si bien fixé? Si vous dites c'est un cube très bien fixé, comparez-le avec des cubes qui sont très bien fixés. Est-ce qu'il est dans cette catégorie ou est-ce qu'il est juste dans la moyenne et que du coup c'est un cube qui est fixé normal et du coup il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, etc. etc. Toutes ces choses-là, c'est important de les conscientiser parce que ça va vous aider quand vous pitcherez votre cube à ce que vos joueurs, justement, ils aient un savoir qui soit accurate, qui soit vraiment précis et qui les aide pendant leur draft et leur partie. C'était mon dernier conseil et j'espère que cette leçon vous sera utile dans le futur. C'est pas la leçon la plus facile à mettre en place, même si je pense que les petits conseils que je vous ai donnés, c'est des bons conseils et qu'ils ne sont pas si difficiles que ça à appliquer. Mais en tout cas, je pense que si jamais vous y faites attention, ça vous donnera une autre approche de la résonance, une approche qui est vraiment basée sur l'accessibilité, moins sur les émotions. Et on le sait, en cube, parfois la difficulté, c'est de s'assurer que les personnes qui le découvrent prennent du plaisir dès la première fois. Si vous vous assurez que votre public, ils comprennent plus vite et plus facilement vos enjeux, vos objectifs et la réalité de votre cube, tout ça, ça ne peut que leur donner plus de chances de s'amuser. Et après tout, c'est votre objectif. Retenez, en tout cas, utilisez le piggybacking. Terminons notre épisode avec notre section Sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une carte qui date de Rivals of Ixalan. J'ai beaucoup hésité à vous parler justement du cheval d'Akros parce que c'est une carte que j'aime bien. Peut-être que j'en parlerai à une autre occasion. En tout cas, en très très bref résumé, si jamais vous avez un archétype token dans votre cube mais qui n'est pas un archétype autour des couleurs classiques de token, c'est-à-dire blanc et vert, je vous incite à regarder de près cette carte si votre cube n'est pas trop power parce que c'est un super moteur de tokens incolores et donc c'est très chouette quand vous faites des cubes avec des archétypes tokens un petit peu twistés. Voilà, fin de la petite parenthèse. La carte dont je vais vous parler, c'est Tetsimok, mort primordiale. C'est un dinosaure 6-6 pour 6 mana dont 2 noirs, créature légendaire, ancien et dinosaure. 6-6 donc je disais avec le contact mortel et il a une capacité activée et une capacité d'arriver en jeu. Sa capacité activée, c'est vous payez un mana noir, vous révélez cette carte depuis votre main et vous mettez un marqueur proie sur une créature ciblée. Activez cette capacité seulement durant votre tour. Sa capacité d'arriver en jeu, c'est quand Tetsimok arrive en jeu, détruisez chaque créature que vos adversaires contrôlent avec un marqueur proie sur elle. Pourquoi je voulais vous parler de cette carte? Alors, il y a deux raisons. Déjà, la première, c'est un dinosaure. Non, voilà, plus sérieusement, j'aime beaucoup cette carte, c'est un kill en noir que je trouve extrêmement fun à jouer. C'est vraiment un gros finisher qui va vous récompenser soit pour jouer beaucoup de mana noir, soit pour avoir vraiment fait tarder la game et que vous ayez beaucoup de sources de mana tout court. C'est vraiment une carte qui peut faire du 3 pour 1, du 4 pour 1 dans certaines situations, mais c'est pas aussi gratuit parce que si votre board est vide et que votre adversaire il a 4 créatures, alors oui, peut-être que vous allez lui détruire 4 créatures en 2 tours, mais ça veut aussi dire que vous allez prendre des sacrées patates entre temps parce que vous allez passer probablement un tour pour faire mana noir, mana noir, mana noir, mana noir, et le tour d'après, vous allez devoir jouer Tetsimok pour pouvoir faire son effet d'arrivée en jeu. Donc c'est une carte qui va venir récompenser des gameplay contrôle, mais avec des créatures. Et ça, c'est des choses que j'aime assez bien. C'est une Vrasse qui est unilatérale, donc évidemment extrêmement puissante. C'est pas adapté à tous les formats. Si vous avez un format qui est vraiment extrêmement lent, il y a des chances que cette carte elle soit hyper oppressive. En tout cas, surtout si votre format il repose sur des créatures et qu'il a peu de contre-magie. Évidemment, cette carte, elle se fait très bien contrer. Si votre adversaire il a révélé la carte, vous savez qu'il va la jouer au prochain tour, vous gardez votre contre, il dépense du mana noir, il met des marqueurs pro sur vos créatures et ensuite il veut jouer son truc et vous lui dites non, je compte ta carte, il n'aura pas dépensé que 6 mana et donc là vous avez fait un gain de tempo qui est assez énorme. Par contre, si jamais vous n'avez pas de bonne réponse, là c'est un petit peu compliqué. Pourquoi est-ce que j'aime bien cette carte par rapport au thème du jour? C'est parce que je trouve que la manière dont la capacité est pensée la rend extrêmement intuitive et très facile à comprendre et à retenir. Le principe, c'est que vous allez révéler votre carte, vous allez dire hey, toi, t'es ma proie et je vais te bouffer. Je vais te bouffer incessamment sous peu. Il suffit que je joue ma carte, quand elle arrive, t'es mort. Et vous êtes obligé de le faire pendant votre tour, ça c'est pour éviter les shenanigans de à la fin de mon tour, je le fais et ensuite je te bute. C'est bien aussi parce que ça va vous donner une fenêtre, ça va vous donner une fenêtre à l'adversaire pour savoir comment il a envie d'aborder son tour. Est-ce qu'il veut rejouer d'autres créatures pour que vous ayez envie de retarder votre Tetsimok d'encore un tour? Est-ce que vous avez envie au contraire de ne pas rejouer de créatures, vous assurer que l'adversaire joue Tetsimok et ensuite vous allez rejouer des créatures? Est-ce que du coup vous allez adapter votre plan de jeu en préparant un spell qui va rendre vos créatures indestructibles? Dans tous les cas, l'adversaire il annonce ce qu'il va faire, mais là vous avez la pression. En termes de storytelling, la carte elle est assez incroyable. Vous êtes en mode waouh, là il y a Tetsimok qui arrive, il va vraiment raser mon board. Et jusqu'au nom du marqueur, ça aide à comprendre la dynamique. Marqueur proie, ça veut dire ce que ça veut dire. Je joue mon dinosaure qui va tuer les tiens. Vous êtes mes proies, moi je suis le prédateur. C'est pas forcément une carte qui va rentrer dans n'importe quel cube facilement. Notamment, c'est une carte qui peut demander pas mal de mana noir pour être assez efficace. Ça se joue bien dans des decks bicolores au maximum ou dans des decks très bien fixés. Mais par contre, c'est une carte qui va aussi vous récompenser si vous jouez mono noir typiquement. Donc c'est le genre de carte que parfois j'aime bien dans mes cubes pour dire ça se joue dans différents decks. Mais si tu joues monocolore, vraiment cette carte elle va te récompenser. Comme je disais, c'est plutôt une carte qui va fournir un power play. Mais si vous n'avez absolument pas stabilisé le board quand vous la jouez, il y a des chances que vous soyez déjà mort. Donc c'est une carte qui demande un peu de build around. C'est fort si vous avez des bons bloqueurs. C'est fort si justement vous jouez une guerre un petit peu d'attrition et que ça vient juste dire je vais faire du 3 pour 1 et finir cette partie où tu essayais d'élargir un peu ton board pour passer mes blocs et mes créatures, genre mon Sinistre Strix et compagnie. Et c'est des gameplays que je trouve plutôt chouettes. Donc moi j'aime bien cette carte pour ça plutôt que juste une Vrasse un petit peu
un peu parfois plus fade, un peu plus simple, qui a, je trouve, moins de manières de construire le deck autour, mais qui, effectivement, donne des patterns un petit peu différents. Voilà. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix, votre humble serviteur dévoué aux mystérieux arcanes du game design. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergry, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizard of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.